Au début de l'année, nous avions reçu Jean-Pierre Luminet, astrophysicien et cosmologiste au restaurant Le Bouddha Bar. Hasard heureux ou destin annoncé, nous retrouvons ses œuvres au Palais de la Découverte dans l'exposition Entre art et science, la création. Jean-Pierre Luminet est donc un astrophysicien de renommée internationale. Spécialiste des trous noirs, il étudie la structure de l'univers dans son ensemble. Un nom prédestiné donc pour cet amoureux des jeux d'ombre et de lumière, fasciné par les illusions d'optique. Jean-Pierre Luminet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc astrophysicien et un astrophysicien de renommée internationale puisque vous avez écrit un livre sur les trous noirs qui s'est traduit pratiquement dans toutes les langues et dernièrement, ça s'est même traduit en chinois. Oui. C'est quand même assez exceptionnel. Je n'ai pas pu vérifier l'exactitude de la traduction. En tout cas, vous êtes aussi un artiste et ça, c'est aussi surprenant puisque actuellement, vous exposez à la Fondation Donne-Thiers. Oui. C'est cela ? Oui. Et cette exposition, ça concerne l'art et la science. Oui, c'est une exposition donc, qui s'intitule effectivement Entre l'art et la science, la création, parce qu'en fait, dans l'esprit des organisateurs, la création est au cœur du processus de l'imagination. Et l'imagination des scientifiques, mais également l'imagination des artistes. Alors l'idée est partie en fait, de la découverte que Pasteur, l'un de nos plus grands savants de l'histoire, était lui-même artiste et faisait de très très beaux dessins qui étaient restés tout à fait ignorés jusqu'à ce qu'ils soient redécouverts récemment. Et après, d'éminents membres de l'Institut, aujourd'hui vivants, et notamment Pierre-Gilles de Gennes, qui est notre dernier prix Nobel de physique, a fait remarquer que encore de nos jours, de nombreux scientifiques avaient des sortes de marottes artistiques et eux-mêmes peignaient et dessinaient. Alors Pierre-Gilles de Gennes lui-même fait de très très beaux dessins, des croquis, et les organisateurs ont donc pensé qu'il pouvait être intéressant d'exposer des œuvres artistiques de certains scientifiques. Alors il se trouve qu'effectivement moi-même je m'adonne depuis de nombreuses années à certaines formes d'expression artistique. Oui, parce que vous, ce n'est pas la peinture. Vous, si on regarde ces dessins, oui. C'est la gravure, c'est ça ? Plus précisément, c'est effectivement. C'est un travail, je suis assez fasciné par les rapports entre la lumière, l'obscurité, les jeux d'ombre, qui rejoint d'ailleurs certaines de mes préoccupations scientifiques sur les trous noirs et d'autres problèmes qui m'ont intéressé. Vous êtes cosmologiste, c'est ça ? Oui, je fais également de la cosmologie, c'est-à-dire en fait l'étude de la structure de l'univers dans son ensemble. Et donc je suis toujours fasciné par ces rapports entre l'ombre et la lumière. Et donc j'ai utilisé effectivement les moyens du dessin à l'encre de Chine, de la gravure, de la lithographie, pour exprimer certaines préoccupations qui sont à la fois des préoccupations scientifiques, mais également des préoccupations esthétiques. Je rappelle, vous dites que je suis cosmologiste. Je rappelle que la cosmologie, qui traite du cosmos, le mot cosmos même se réfère à l'esthétique, puisque le terme cosmétologie, cosmétique, qui signifie donc la beauté du corps, a exactement la même étymologie. Alors quand on regarde vos dessins, on est frappé par une chose qui revient beaucoup, ce sont des cathédrales qui se détruisent, oui, et non pas qui se construisent. Et vous utilisez aussi beaucoup les damiers. Alors exact, symboliquement, oui. C'est quoi ? La science élabore des modèles de l'univers, de trous noirs, de ce que vous voulez, en faisant des structures, en élaborant des modèles compliqués. L'artiste aussi, quelque part, peut faire jaillir dans son tableau certaines structures. Tout artiste a ses influences, et je ne réfute pas du tout l'influence de Escher, qui lui-même était donc un graveur néerlandais, qui était effectivement également fasciné par certaines propriétés de l'espace et les jeux de miroir, disons, les jeux de miroir cosmiques, et qui est également une de mes problématiques scientifiques. Je suis effectivement fasciné par les différentes illusions d'optique que non seulement l'art nous offre, mais également la nature elle-même nous plonge dans de vastes illusions d'optique que je m'efforce également de décoder dans ma pratique scientifique de tous les jours. Alors Jean-Pierre Luminet, vous travaillez à l'Observatoire de Paris. Alors je vous poserai quelques questions sur ce lieu un peu mythique pour nous. Mais avant ça, on va regarder ce reportage sur l'Observatoire de Paris. Alors Jean-Pierre Luminet, vous appartenez donc à l'Observatoire de Paris et pourtant vous ne travaillez pas à l'Observatoire de Paris. Alors, géographiquement, je travaille à l'Observatoire de Meudon, mais en fait qui dépend administrativement de ce bel Observatoire de Paris. Je rappelle que l'Observatoire de Paris, donc c'est cet observatoire historique qui a été fondé sous le règne de Louis XIV et qui a de magnifiques
bâtiments dans Paris, les bâtiments Perrault. Et puis, vous savez, quand les astronomes travaillent dans des grandes villes, il y a de la pollution, les lumières de la ville empêchent de faire des observations. Et donc, peu à peu, les observatoires fuient les centres des villes et vont de plus en plus dans la campagne. C'est comme ça que vous êtes retrouvé à Meudon. Au siècle dernier déjà, la campagne de Paris, c'était Meudon. Meudon, c'est à 5 km de Paris. On a construit un très très grand observatoire dans un ancien domaine royal. Et c'est là, effectivement, que je travaille. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, l'observatoire de Meudon, on ne fait plus d'observations. Il y a beaucoup d'astronomes qui travaillent, plusieurs centaines, mais on ne fait plus d'observations, puisqu'aujourd'hui, les observations astronomiques se font dans des déserts extrêmement lointains ou au sommet de montagnes très élevées, par exemple aux îles Hawaï voilà. ou au Chili, en Amérique du Sud, pour que les conditions de visibilité du ciel soient adéquates. Oui, voilà, parce que vous êtes astrophysicien, mais vous êtes un chercheur. Et souvent, le public confond un peu l'observation et la recherche. C'était en fait très différent. Oui, disons que dans le vaste domaine de l'astronomie et de l'astrophysique, il y a effectivement plusieurs façons de faire ce métier. La façon bien connue du public, c'est effectivement de mettre l'œil derrière un télescope. Alors je dois dire, aujourd'hui, il y a de magnifiques, immenses télescopes. On ne met plus l'œil derrière, on met des instruments très sophistiqués, des caméras électroniques. On embarque aussi des télescopes dans l'espace. Vous avez peut-être entendu parler du télescope spatial, qui est en orbite autour de la Terre et qui nous délivre, le télescope Hubble, exactement, qui nous délivre de stupéfiantes images du cosmos, absolument magnifiques. Mais il y a aussi des astronomes qui ne font pas d'observation, qui font simplement de la théorie, c'est-à-dire ils cherchent à comprendre comment tout cela fonctionne. Voilà. On voit de magnifiques images, mais comment ça marche? Comment brille une étoile? Comment fonctionne une galaxie? Et ça, c'est effectivement la partie de l'astrophysique dans laquelle je suis. Je suis un théoricien et j'essaie de comprendre le fonctionnement de l'univers dans son ensemble, la fin des étoiles, la transformation en trou noir et des tas de sujets qui peuvent paraître compliqués, mais qui évoquent, je pense, auprès d'un public de plus en plus large, des questions fascinantes sur l'origine de toute chose, l'origine de l'univers, l'origine de la matière, mais aussi l'origine de la Terre, donc l'origine de la vie et l'origine de l'intelligence. Alors Jean-Pierre Luminet, je sais aussi que finalement vous êtes un être sain, puisque vous adorez manger, et que l'astronomie, parfois, a à voir avec la gastronomie, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ce plaisir comme ça d'aller dans les grands restaurants? Eh bien, c'est le plaisir des bonnes choses de l'existence. La science et l'art en font partie, mais également la gastronomie, qui est d'ailleurs une forme d'art que je prise beaucoup. Jean-Pierre Luminet, vous vous intéressez à beaucoup de choses, et notamment à la poésie. Vous venez d'écrire un livre, une anthologie de la poésie, ça s'appelle « Les poètes et l'univers », et c'est une œuvre assez gigantesque, 500 pages sur les poètes et l'univers. Alors, racontez-nous un peu. Oui, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à réunir cet ensemble de textes, donc, qui réunit les plus beaux poèmes écrits sur l'univers, des étoiles, des galaxies, etc. Et donc, ce que l'on pourrait appeler la poésie astronomique. Je suis effectivement fasciné par la poésie, moi-même d'ailleurs je la pratique à titre personnel, mais là dans cette anthologie. Je le cite parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Soleil Noir, oui, le Noir Soleil, pardon. Soleil, et d'ailleurs c'est édité aussi au Cherche-Midi. Donc finalement vous vous êtes essayé à cette écriture et ça vous a donné envie de poursuivre. Exactement. Et dans cette anthologie, donc, je me suis intéressé au rapport qu'il y a en fait entre la poésie et l'astronomie, qui sont en fait de formes différentes d'interrogations sur une même question. Quel est le statut de l'homme dans l'univers? Tout le monde sait que l'astronomie, effectivement, essaie de répondre à cette question en décrivant quelle est la place, par exemple, de l'homme sur la Terre, quelle est la place de la Terre dans le système solaire, et ainsi de suite. Et le poète, à sa façon, l'artiste d'ailleurs en général, réfléchit également à cette problématique, mais avec évidemment une approche tout à fait différente. Et j'ai donc essayé de repérer dans l'histoire de la littérature, essentiellement la littérature occidentale, les plus belles interrogations sur la place de l'homme dans l'univers, mais formulées non plus par des scientifiques, mais par des poètes. Vous avez fait des chapitres consacrés à différentes thématiques. Oui, exactement, oui. Il y a un ensemble de thèmes, effectivement, qui suscitent particulièrement, si vous voulez, l'imaginaire du poète et l'imaginaire du scientifique. Alors, par exemple, donnez-nous des exemples de chapitres, parce que ça a des très jolis titres. Par exemple, le thème de la Voie lactée. Vous savez que nous vivons dans ce qu'on appelle une galaxie, qui se manifeste à nous lorsque l'on regarde le ciel la nuit par cette traînée lumineuse que l'on appelle la Voie lactée. Eh bien, donc on a des descriptions astronomiques très précises et très savantes de la Voie lactée. Mais vous savez que l'origine même du mot galaxie, Voie lactée, fait évidemment référence au lait. Oui. Galaxie, Voie lactée, et l'origine est tout à fait poétique, puisqu'il s'agit d'un poète très ancien de l'Antiquité qui s'appelait Aratus, qui vivait au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a décrit l'origine de la Voie lactée, donc finalement l'origine de l'univers, par des gouttes de lait
qui se sont échappés du sein de Junon. Junon, c'était donc l'épouse de Jupiter, qui allaitait un enfant qui s'appelait Hercule. Et tout le monde sait qu'Hercule était un enfant très turbulent, il l'a montré d'ailleurs par la suite de sa carrière. Et donc il a quitté le sein de sa mère et des gouttes de lait se sont échappées et ont ensemencé l'ensemble du ciel, que l'on appelle aujourd'hui la Voie lactée. Il y a eu des poètes qui ont eu de véritables intuitions précédant celles du savant. Pourquoi? Parce que justement, il y a une interrogation des poètes face à l'univers et le poète apporte ses réponses. Et parfois, des poètes ont eu des intuitions fulgurantes qui n'ont été découvertes que plus tard par les scientifiques. Je peux donner un exemple qui concerne précisément ce sur quoi j'ai travaillé, les trous noirs. Les trous noirs, c'est une notion très compliquée qui n'est apparue que dans les années 1950, sur laquelle j'ai travaillé. Des astres mystérieux qui semblent des sortes de tourbillons ou de gouffres de l'espace-temps dans lequel la matière disparaît à jamais. Pour essayer de comprendre les trous noirs, il faut faire des calculs numériques par ordinateur très compliqués. C'est l'une des choses que j'ai réalisées, effectivement, il y a à peu près une quinzaine d'années, où j'ai reconstitué sur l'ordinateur l'aspect d'un trou noir entouré de gaz qui tombe dedans. Donc il y a une image très scientifique. Et après avoir fait ce travail, j'ai découvert un jour, un peu par hasard, qu'il y avait un poète bien connu en fait, qui est Gérard de Nerval, un romantique français, qui avait en fait décrit 150 ans avant exactement l'image que je venais de recréer par l'ordinateur, puisqu'il écrivait quelque part dans un poème qui s'appelle « Les chimères ». Il décrit une spirale tourbillonnante de matière qui entoure une sorte d'œil de Dieu, et il décrit cette spirale qui engloutit les mondes et les jours, une sorte de chaos qui engloutit le néant et l'ombre, une description tout à fait frappante du trou noir. Jean-Pierre Luminet, je vois que vous avez des tonnes d'histoires à nous raconter, mais cette émission se termine. En tout cas, merci beaucoup, et puis j'espère que tout le monde va aller se précipiter pour acheter votre livre.